Bonsoir. Ah, là, je sens que c'est mieux. Je vous propose de lancer la soirée. On attend encore quelques participants, mais ça va les faire venir. Donc déjà, bienvenue dans ce bâtiment des Halles 1 et 2 qu'on commence à investir, à utiliser. Le thème de notre soirée, c'est la résilience. Voilà, je pense que ce bâtiment est un bel exemple de résilience. C'est quand même ce qui nous est resté. Enfin, c'est cette histoire de l'île. C'est le choc un peu qu'a connu Nantes quand l'activité portuaire et navale s'est arrêtée. Et puis c'est cette capacité à se reconstruire, à se réinventer une nouvelle vie à partir de cet existant. Voilà, bon, ce sera ma définition de la résilience pour ce soir. Après, chacun la sienne. Peut-être vous expliquer pourquoi on organise cette soirée. La Samoa a lancé il y a maintenant un peu plus d'un an une réflexion qui nous est interne, qu'on a appelée esquisser l'île de Nantes en 2050, en se disant qu'on avait besoin de se projeter pour réfléchir à notre activité du jour, à la fois sur le projet urbain et sur le développement économique, nous aider à nous orienter, à réinterroger nos pratiques. Et on fait pas ça tout seul. On s'est appuyé sur Making Tomorrow pour nous aider dans cette réflexion. On s'est appuyé aussi sur un conseil d'orientation qui nous accompagne régulièrement. Et on a organisé cette réflexion autour des 4 piliers du manifeste pour une île durable, donc qui sont l'île des biens communs. Donc comment on fait une île, une ville, tous ensemble, pour tout le monde et avec tout le monde. L'île des mobilités complices, l'île du bien-être et l'île résiliente. Et on a organisé cette réflexion sur l'île de Nantes en 2050 autour de ces 4 piliers du manifeste. Donc on a une première séquence derrière nous sur la mobilité qui avait donné lieu à une première conférence et une soirée de réflexion. Et on est en ce moment en réflexion sur le deuxième thème qui est celui de la résilience. Donc il y a des temps de réflexion interne un peu fermés en chambre, et on a également besoin de s'inspirer. Donc on a invité ce soir pour cela Chloé Voisin-Bormuth que je laisserai se présenter, et on trouve ça intéressant en fait de profiter de ces temps pour les partager plus largement, que vous puissiez en profiter, et voilà, c'est l'occasion aussi de réfléchir un peu plus nombreux à ces sujets. Je laisse Hugues vous présenter rapidement le déroulé de la soirée. Merci à vous pour votre présence. Merci Virginie. Bonsoir à tous, donc Hugues Dupuis, je travaille à la Samoa et je suis le pilote un peu plus opérationnel de ce dispositif Île de Nantes 2050. Nous avons la chance d'avoir Chloé parmi nous ce soir, donc merci Chloé d'être parmi nous. Je te laisserai te présenter. Chloé interviendra 30 minutes sur les enjeux globaux de la résilience, alors lourde tâche qui lui revient, c'est un sujet assez large, et abordera des cas pratiques, donc c'est ce qu'on vous avait mis dans le contenu de l'invitation. Et ensuite Nicolas Mainviel prendra le relais au travers de Making Tomorrow et nous chatouillera, suscitera notre attention, en tout cas essaiera de créer un peu le débat en exposant des controverses qui sont liées à la résilience, quelles sont les conséquences de certains choix sur notre quotidien, sur la fabrique de la ville. Donc on aura un temps dédié pour ça. Donc 30 minutes de conférence, un peu de questions-réponses auprès de Chloé. Nicolas, tu pourras peut-être animer la salle entre-temps. Et puis viendra pendant 3 quarts d'heure un temps de partage et d'échange autour de la résilience. Chloé, je te laisse la parole. Voilà. Je vais peut-être juste présenter Chloé parce qu'on a beaucoup de chance qu'elle ait accepté de venir jouer avec nous ce soir. Chloé, elle est diplômée de l'école normale d'Ulm. Elle est docteure en géographie et en sociologie. Elle a été pendant, combien d'années, je me souviens plus, 6 ans, directrice des études et de la recherche de la Fabrique de la Cité, qui est une émanation du groupe Vinci, et qui se positionne sur la prospective et les innovations urbaines. Et depuis maintenant un peu plus d'1 an, 2 ans, un peu moins d'1 an, tu es directrice de Paris-Île-de-France, capitale économique. Et donc la requête qu'on a eue, la demande qu'on a eue, c'était qu'elle nous balaie un petit peu ce sur quoi elle avait travaillé lors des 10 dernières années, c'est-à-dire la résilience, avec 2 études de cas précises que sont Pittsburgh et Hambourg, qui sont des cas très particuliers et qui sont vraiment intéressants et qu'elle va nous détailler. Et après, sa vision pour les enjeux de résilience
et la manière de lier la résilience et l'attractivité économique dans le cadre de Paris-Île-de-France, qui est encore un troisième sujet. Ensuite, on aura un échange avec vous, purement avec Chloé, puis j'essaierai un peu de titiller tout le monde sur quelques thématiques transverses. C'est à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nicolas. Merci pour cette invitation. Je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui et d'avoir pu arriver en dépit des grèves. Finalement, c'était une journée assez calme aujourd'hui, donc tant mieux. Donc, de quoi je vais vous parler aujourd'hui ? Je vais vous parler de résilience urbaine, qui est un concept très riche, mais aussi assez problématique. Donc, finalement, la question que je vais vous poser, c'est est-ce que la résilience urbaine ou la résilience de façon globale est devenue un nouvel impératif ? Finalement, on n'arrête pas d'entendre parler de ce concept de résilience. On en a beaucoup aussi entendu parler sous la crise liée au coronavirus, mais on en entendait déjà avant parler, que ce soit dans les sciences humaines, dans les sciences dures, en psychologie, en agriculture, à l'école, pour tout finalement, et même dans les sciences de l'ingénieur, on parle toujours de résilience. Mais si tout le monde en parle, il n'est pas complètement certain que finalement tout le monde ait exactement la même définition de ce fameux terme. Alors si on arrive à une définition, puisque on peut pas balayer le terme de résilience aussi rapidement en disant bon bah tout le monde en parle, finalement personne ne sait de quoi on parle, donc n'en parlons pas, puisque malheureusement, l'actualité nous donne quand même bien souvent prise avec cette question de la résilience, et on se rend compte que finalement, des crises, il y en a, et on a beaucoup de récits de villes qui ont réussi à renaître de leurs cendres. Donc là, je vous ai mis l'exemple de Katrina avec 1833 morts, donc une apocalypse, quelque chose qui a extrêmement frappé, et quelques années après, donc là, vous voyez l'avant-après, une ville qui a réussi à se reconstruire. Donc il y a toujours cette fascination finalement pour ces récits de destruction, reconstruction. Mais bon, repartons d'une définition somme toute assez simple, à savoir que la résilience, qu'est-ce que c'est ? C'est la capacité d'une personne, d'un système, d'un objet à résister et à s'adapter à un choc pour revenir à un état d'équilibre. Donc finalement, le terme de résilience, ça vient d'un verbe résilere, qui en latin veut dire rebondir, et qui s'oppose en cela au verbe stare, resistare, donc qui vient de stare, la résistance, qui veut dire on va tenir droit. Et finalement, dans cette opposition entre la résilience et la résistance, on retrouve la fable du chêne et du roseau. Donc là, vous retournez en enfance avec cette fable, mais qui nous apprend quelque chose d'assez intéressant, à savoir que sans grande surprise, qui est du chêne et du roseau la résistance ? C'est le chêne qui, face à un choc, tient pendant très longtemps, réussit à résister, offre une protection, mais par contre, si le choc est trop grand, il s'effondre. Tandis que le roseau, ce brave roseau qui vacille sous les différents chocs, accepte dès l'origine, finalement, la perturbation. Et même s'il y a des perturbations qui sont très importantes, il reste peut-être pas exactement à la même situation initiale, mais en tout cas, il reste là. Et donc, c'est là où on voit bien l'intérêt de ce concept entre une très forte protection, donc c'est l'ambition du risque zéro. La protection, c'est finalement la gestion des risques telle qu'on l'a eu pendant très longtemps, et la résilience avec une certaine souplesse, mais aussi avec cette question du choc. Et c'est là où le concept est particulièrement intéressant dans la résilience, c'est parce que justement, ce sur quoi on va commencer à travailler, ce n'est plus de dire on va anéantir le choc, on va le nier, ou on va essayer de s'en protéger si bien que notre système ne sera pas touché par ce choc, mais on essaye de travailler sur cette interaction entre le choc et le système pour réduire l'onde de choc et faire en sorte que le système réussisse à perdurer, mais on va perdre quelque chose. Et ça, finalement, c'est quelque chose qu'on oublie assez fortement quand on parle de résilience, c'est qu'il y a cette question de perte. Et pourquoi est-ce qu'on se pose cette question de façon aussi importante sur les villes ? On se la pose parce que les villes sont à la fois un enjeu, on concentre à la fois la population, l'économie, la politique, tout est concentré dans les villes, et donc s'il se passe quelque chose, on a une vulnérabilité qui est d'autant plus importante. Mais les villes, pour complexifier l'enjeu, ce n'est pas qu'un enjeu à protéger, mais c'est également aussi une précision par rapport à cet enjeu. Donc, quels sont les différents chocs ? Quand on parle d'un organisme urbain, on va parler de différents types de chocs. On a les chocs à proprement parler, donc que ce soit tout ce qui va être violent, les inondations, les incendies, les tremblements de terre, le terrorisme, etc. Et après, on va avoir des stress qui sont
sont plus ou moins chroniques. Donc on va avoir la crise économique, les crises sociales, la question des inégalités. Et tout l'enjeu de la résilience, ça va être de réussir à maintenir une certaine alerte, même quand on est face à une latence. Donc naturellement, quand il y a un choc brutal, tout le monde réagit. Ça, c'est le principe, on le voit tous. Mais par contre, quand il s'agit de faire face à un mélange de choc et de stress chronique, il faut savoir maintenir cette énergie sur la très longue durée. C'est ça qui est particulièrement complexe. Et c'est ce en quoi, finalement, la résilience peut particulièrement bien nous aider. Mais donc, je vous disais, ce qui est compliqué avec les villes, c'est que les villes sont à la fois un enjeu, donc il faut les protéger, mais elles sont également un facteur d'aggravation de l'aléa. Donc ça, on le comprend très bien avec le changement climatique. Quand on parle des questions de décarbonation, les villes sont un facteur d'aggravation, que ce soit avec l'imperméabilisation, que ce soit avec une augmentation des émissions carbone qui sont assez largement dues à nos modes de vie dans les villes. Donc on a enjeu, on a un facteur, et enfin, qu'est-ce que sont les villes ? Ce sont aussi des acteurs qui sont particulièrement puissants parce que la ville donne une échelle d'action qui est particulièrement importante et met aussi en place des acteurs pour pouvoir avoir une action qui est transversale. Donc c'est-à-dire que finalement, quand on parle de résilience urbaine, il va falloir à chaque fois distinguer dans quelle situation on se pose. Est-ce qu'on est face à la ville enjeu ? Est-ce qu'on est face à la ville facteur ? Est-ce qu'on est face à la ville acteur ? Naturellement, la résilience tient les trois côtés. Pourquoi est-ce que la résilience est intéressante ? La résilience est intéressante parce qu'elle permet de renouveler l'approche du risque. Finalement, vous allez me dire, les catastrophes, il y en a toujours eu dans les villes. Et oui, effectivement. Et des catastrophes qui ont pu être très graves. Peu sont les catastrophes qui ont complètement anéanti une ville, mais les chocs ont toujours été là. Alors pourquoi est-ce que soudain, on a eu ce besoin de créer une nouvelle notion, celle de résilience ? Pourquoi ? Parce que on est face, si les crises ont toujours existé, par contre, on est face à une accélération des crises. Finalement, les crises sont toujours à peu près les mêmes, mais par contre, aujourd'hui, elles sont de plus en plus fréquentes et elles sont de plus en plus violentes. Donc finalement, quand notre système urbain avait le temps de récupérer entre différentes crises, aujourd'hui, on a une telle fréquence que finalement, ces chocs dont je vous parlais deviennent finalement presque des stress chroniques parce qu'il faut sans arrêt réagir. Donc il n'y a pas ce temps pour pouvoir se reposer, poser et en tirer des conclusions. Ensuite, qu'est-ce qui change ? C'est aussi ce critère d'incertitude qui est de plus en plus important. Qu'est-ce que c'est l'incertitude ? L'incertitude, il faut la distinguer de l'inconnu, de l'aléatoire, de l'imprévu et de l'imprédictible. L'incertitude, ça va être un mélange de finalement 4 choses. C'est d'une part, on ne sait pas parce qu'on n'a pas les connaissances scientifiques, donc il faut travailler pour pouvoir les avoir. C'est de l'incertitude parce qu'on est face à des enjeux qui sont tellement complexes et transversaux que finalement, on ne peut pas complètement savoir et déterminer en avance quelle va être la chaîne des différentes réactions. L'incertitude, c'est aussi parce qu'on n'a pas suffisamment de données, et ça c'est un des nerfs de la guerre d'une stratégie de résilience, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir intégrer les différentes données et les exploiter. Et ensuite, l'incertitude, il est aussi déterminé par une insuffisance des outils. Donc là aussi, il y a toute une méthodologie à développer. Et dernière chose, pourquoi est-ce que la résilience est particulièrement intéressante aujourd'hui ? C'est parce que notamment, on peut le penser avec le réchauffement climatique, mais on peut le voir sur beaucoup d'autres chocs et d'autres stress chroniques. On est face à des menaces qui sont globales, mais par contre avec des impacts qui sont locaux. Et réussir à articuler sans arrêt le global avec le local et notamment réussir à comprendre, on peut le comprendre très facilement avec le réchauffement climatique, ce n'est pas parce que vous allez être un champion localement tout seul, vous pourrez avoir raison tout seul et sortir votre petit drapeau et dire you, moi je suis décarboné. Si les autres ne le sont pas autour, la menace ne va pas être réduite. Et donc comment est-ce qu'on peut faire pour réussir à avoir cette pensée du lien et créer une action qui va bien au-delà de votre système sur lequel vous avez plus ou moins une certaine maîtrise. Et c'est là où ça devient extrêmement complexe, mais ça devient aussi passionnant.
Et face à cette complexité, il y a deux attitudes majoritaires qui finalement aboutissent au même résultat, même si elles sont diamétralement opposées. La première attitude, c'est l'idéal de maîtrise. Donc ça, c'est plutôt l'ancien temps, réussir à créer une protection. Donc c'est le chêne, de dire finalement, je suis maître à bord, je vais maîtriser l'aléa, je vais créer une protection qui va faire que le choc ne va pas m'atteindre. L'autre position, qui est complètement inverse, c'est la collapsologie, c'est de dire de toute manière c'est la catastrophe, de toute manière c'est trop tard, donc brûlons la chandelle par les deux bouts et peu importe de toute manière ce qu'on va faire, tout va s'effondrer. Ces deux attitudes, que ce soit l'idéal de maîtrise ou la collapsologie, finalement mènent à la même attitude, à savoir on n'agit pas. On n'agit pas parce qu'on ne peut pas se protéger, c'est trop grand, on a la certitude, etc. Vous vous rappelez de ce que je viens de dire. Et la collapsologie, ça ne sert à rien, de toute manière, on n'y arrivera pas. Et les deux positions amènent à ne pas poser la question du risque acceptable. Parce que finalement, les deux ont un petit peu raison, il faut se protéger, et la collapsologie a un petit peu raison, parce que de toute manière, c'est vrai qu'on va perdre. Mais il n'empêche pas moins qu'on peut poser la question de dire qu'est-ce qu'on va collectivement accepter de perdre, mais qu'est-ce qu'on ne veut absolument pas perdre et qu'il faudra protéger. On ne pourra pas tout protéger, mais on pourra quand même protéger quelque chose. Et qu'est-ce qu'on va perdre ? Dans ce cas-là, ça fait l'objet d'une discussion, d'un débat démocratique. Et c'est des questions qui fâchent. Et là, la résilience offre finalement une porte de sortie qui est finalement assez rassurante et agréable, à savoir que la résilience nous permet de rétablir une capacité d'action. C'est-à-dire que soudain, on ne dit pas uniquement avec la résilience, on va réussir à créer des barrières, mais on va commencer à dire avec la résilience, on va avoir un débat. Et surtout, on va réussir, grâce à cette action, non pas à sauver uniquement les meubles, mais on va réussir à transformer le système pour avoir un petit peu mieux. Même s'il y a une perte, en tout cas, ce qu'on va garder, on va essayer de l'avoir un petit peu mieux. Et c'est là où, finalement, on se rend compte que l'action est possible, et en plus, elle peut être positive. Ensuite, qu'est-ce que va changer la résilience ? C'est que, finalement, on va réussir à reconnaître les vulnérabilités. Et c'est sur la base de cette reconnaissance des vulnérabilités qu'on va pouvoir mener un débat sur le risque acceptable. Et ensuite, la dernière chose que permet la résilience, c'est une articulation entre les différentes échelles géographiques, mais aussi les différentes échelles de temps. Et du coup, on arrive finalement à une action qui peut être coordonnée, qui peut être organisée, et c'est là où on commence à avoir prise sur cette incertitude, à savoir d'avoir une gestion de court terme, donc réponse à l'urgence quand il y a un choc, mais tout ça, ça se prépare. Au moyen terme, c'est le fait de réussir à réduire la vulnérabilité, donc avoir un plan en dépit des différents chocs, de savoir là où on est vulnérable et comment est-ce qu'on peut augmenter la résilience des infrastructures, donc comment accepter qu'elles arrivent à reprendre leur régime, même en régime dégradé quand il y a un choc. Et ensuite, c'est une perspective de long terme, puisqu'il s'agit de penser une adaptation transformationnelle, puisque, effectivement, après le choc, rien ne sera exactement pareil. Et donc, le préalable de la résilience, c'est à la fois définir le risque acceptable, donc c'est négocier cette question de la crise. Donc si on essaie de résumer, quand on va parler de résilience, il faut s'interroger de quelle résilience est-ce qu'on est en train de parler, parce qu'il y a plein de résiliences qui peuvent être différentes, elles peuvent être sociales, elles peuvent être physiques, elles peuvent être politiques, naturelles, financières. Il va falloir réfléchir à la question de la perturbation. Je suis résilient à quoi ? À quel type de choc ? À quel type de stress ? Est-ce que c'en sont plusieurs ? Est-ce qu'il n'y en a qu'un ? Donc ça, il faut l'analyser. Et ensuite, il va y avoir différents types de réactions. Naturellement, la réaction à laquelle qui est la plus positive et qui est toujours rassurante, c'est celle de la restauration de l'état antérieur et une amélioration. C'est le fameux Build Back Better. Mais ça peut être aussi une restauration de l'état antérieur. C'est tout simplement un bounce back. Et ça peut être un rétablissement partiel. Donc là, vous voyez le choc, on a perdu quelque chose, voire, pour certains segments, un effondrement, on a perdu. C'est grave quand c'est pas négocié. C'est un peu moins grave quand c'est négocié et que c'est plus ou moins prévu. Cette résilience et cette notion de résilience est assez séduisante parce que finalement, vous voyez, on arrive assez bien à systématiser, à créer des petits schémas et c'est rassurant. Mais par contre, ce qui peut être dangereux avec la résilience, c'est que c'est une notion qui peut avoir une telle puissance et une telle force mobilisatrice qu'on en oublie les présupposés. Or, les présupposés sont assez importants dans la résilience, à savoir, d'une part, qui va dire le choc ?
Et ça, vous le comprenez très bien d'un point de vue individuel. Il vous arrive quelque chose de moche dans votre vie personnelle et vous en parlez à un ami, à votre compagne, compagnon, et vous dites « Ah, ça, c'est terrible, j'en suis vraiment perturbée, etc. » Et souvent, il y a quelqu'un qui va vous dire « Oui, enfin, bon, c'est pas si grave, enfin, pourquoi ? C'est pas un choc. » Ben non, peut-être que pour cette personne, ce n'est pas un choc, mais pour vous, individuellement, c'est un choc. Et qui va avoir le pouvoir de dire c'est un choc ou ce n'est pas un choc? Et c'est pas du tout aussi si évident que ça. Naturellement, quand il y a un incident, un incendie, un attentat, une inondation, oui, le choc est là. Mais on le voit avec notamment, donc là je vous ai donné l'exemple de Katrina, que même dans un cas évident, à savoir il y a une inondation, on sait le choc, on peut le nommer. Par contre, c'est pas si évident de savoir comment est-ce qu'on revient à l'état d'équilibre. Qui a la maîtrise du discours? Qui est-ce qui va dire, non, ça y est, le choc est terminé? Qui est-ce qui va dire, allez, là maintenant ça suffit, il faut être rétabli, c'est bon, ta période où tu as souffert, maintenant c'est bon. Qui est-ce qui va le dire? Est-ce que vous êtes, vous, dans votre souffrance, légitime à le dire? Est-ce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui doit vous le dire? Qui a cette maîtrise? Et ça, c'est un enjeu politique, c'est un enjeu de pouvoir. Là, avec Katrina, on le voit. Par exemple, il y a eu un sondage qui a été fait 10 ans après Katrina. Et on se rend compte que la population blanche a dit majoritairement à 90%, c'est bon, le choc a été surmonté. La population noire, par contre, à 1/3 seulement, a dit le choc a été surmonté. Pourquoi? Parce que finalement, on se rend compte que certes, on a reconstruit la ville, mais par contre, on a reconstruit avec exactement les mêmes inégalités. C'est-à-dire que la vulnérabilité qui était présente avant, elle reste aujourd'hui. Alors, est-ce qu'on est revenu à un état d'équilibre? Oui, on est revenu à un état d'équilibre, mais un état d'équilibre de vulnérabilité. Donc finalement, est-ce qu'on est plus résilient maintenant qu'avant? C'est pas absolument certain. Et un deuxième présupposé qui est important, après avoir dit qui dit le choc, c'est tous des héros. Finalement, la résilience, ce qui est extrêmement séduisant, et c'est pour ça qu'en psychologie, on aime bien la thématique de la résilience, c'est parce que finalement, ça rend la crise sexy. On se dit, une bonne destruction, ça va être très mobilisateur, et puis à la fin, on sera beaucoup mieux, parce qu'on aura bien détruit, et puis ce sera mieux. Et on le voit dans n'importe quelle crise, dans les révolutions, on a cette question de, on va détruire, et puis après, ce sera mieux. Et le problème avec cette attitude de tous des héros, c'est que finalement, on en arrive à distribuer des bons points. Toi, c'est bon, t'as réussi, c'est bien. Toi, non, par contre, non, là, tu t'es pas relevé, t'es pas devenu meilleur, t'es resté au même stade, c'est pas bien. Et finalement, on fait de la résilience, au lieu d'avoir un concept qui est finalement relativement neutre, on en fait un concept moralisateur. On distribue les bons points. Et c'est pas ça la résilience. On n'est pas ou on n'est pas résilient. C'est pas une capacité naturelle où vous naissez résilient ou vous ne naissez pas résilient. La résilience, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un projet qui est beaucoup plus politique que technique. Et ça, je vais vous donner un exemple pour pouvoir le comprendre, c'est avec l'amérissage de cet avion avec le commandant Sully. Le risque aviaire était connu. Les méthodes pour pouvoir réagir face à un risque aviaire, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est des oies de bernage qui sont rentrées malheureusement dans les deux moteurs de l'US Airways. Et donc, du coup, le commandant Sully a dû le faire atterrir sur l'Hudson à New York. Quelque chose de complètement exceptionnel, mais il a eu un procès parce qu'il n'a pas suivi les procédures. Et c'est là où on peut comprendre que la résilience n'est pas une question de procédure, parce qu'il y avait des procédures, mais sauf que face à, finalement, quelque chose qui était connu, mais qui a dépassé ce qui était connu, tous les logiciels, tous les manuels ne servaient à rien. Ce qui a aidé finalement le commandant Sully à faire amérir son avion, bien entendu, il y a l'expérience, le fait que c'était un excellent pilote, etc., mais pas uniquement. Face à cette situation inédite, ce qui a aidé, c'est le facteur humain. À savoir, le facteur humain, ça a double tranchant. C'est à la fois, ça peut être un risque, parce que face à l'incertitude, vous ne savez pas comment réagir. Donc, ce qui fait que vous êtes sidéré. Et le commandant Sully, effectivement, dans le procès, c'est bien montré que pendant plusieurs minutes, il ne savait pas quoi faire. Bah oui, face à l'incertitude, on ne sait pas quoi faire. Mais par contre, le facteur humain, donc ça, c'est la deuxième phase qui se coule, c'est grâce à la fois à cette capacité de réaction, il a réussi à mettre en œuvre de nouveaux process pour pouvoir sauver cet avion. Pas tout seul, mais justement avec son équipage et avec l'équipage des sauveteurs. Et donc c'est là où on arrive à cette notion de capacité. Donc je vous disais, on ne naît pas résilient. En fait, c'est tout un ensemble d'un environnement social, politique qui vous aide à devenir résilient et qui vous aide à développer cette capacité.
que vous pouvez perdre si l'environnement ne vous aide pas. Donc c'est un mélange entre quelque chose des capacités individuelles et une capacité que vous donne votre environnement économique, social, politique. Une fois qu'on a posé tout ça, quelle est l'opérationnalité ? L'opérationnalité de ce concept, et je vais vous l'illustrer sur 2 exemples principaux. Le premier, c'est la ville de Pittsburgh. Donc la ville de Pittsburgh, c'est une ville qui est aux États-Unis, qui est très intéressante parce que c'est une ville en décroissance qui a vécu un choc industriel particulièrement important. Donc vous voyez la courbe du bas qui montre la courbe de décroissance. Mais sauf que quand on parle d'une ville en décroissance, une ville ne décroît jamais bien proprement. Elle décroît toujours avec des trous en plein milieu et devant un public tel que le vôtre, je ne vous fais pas l'offense de vous dire qu'une ville qui est perforée, c'est compliqué à gérer, nécessairement. Pittsburgh, typiquement, c'est un exemple de ville perforée, en plus avec des infrastructures qui sont dans un état catastrophique. Donc ils ont énormément de problèmes à gérer, à la fois des chocs avec une pollution de l'air, avec des glissements de terrain, avec une pollution, mais également donc des stress, avec des infrastructures à gérer, des inégalités socio-spatiales qui sont extrêmement fortes, des tensions entre les communautés aussi extrêmement fortes. Donc du coup, Pittsburgh, face à l'ensemble de ces enjeux, est parti d'un constat qui était assez honnête de la part du maire en disant « Nous reconnaissons que l'une de nos erreurs passées fut de marcher le long de chemins séparés. Aujourd'hui, nous avons l'opportunité de marcher d'un même pas et dans la même direction en tant que communauté pour faire advenir un avenir meilleur. » Et donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont créé une stratégie de résilience qu'ils ont appelée One Pittsburgh. Et cette stratégie de résilience est résumée dans une formule « If it's not for all, it's not for us ». Donc si ce n'est pas pour tout le monde, ce n'est pas pour nous. Et ça, c'est le principe de base. Et il est très intéressant parce que du coup, il va s'incarner dans 4 piliers. Le premier, c'est people, donc les gens. Le deuxième, c'est place, l'endroit, enfin la ville. Le troisième, planète, la planète. Et le dernier, performance. Donc c'est de dire, on part des gens. L'idée, c'est que tout le monde soit intégré dans une même dynamique. Pour pouvoir réussir à intégrer tout le monde, il va falloir travailler sur cet organisme urbain qui accueille les relations sociales. On ne va pas pouvoir travailler que sur la ville parce qu'on est face à une menace globale qui est celle de la planète. Donc on a besoin d'avoir une stratégie de lutte contre le changement climatique et d'adaptation de notre environnement si on veut pouvoir y survivre. Mais pour pouvoir mener tout ça ensemble, on a besoin de créer des partenariats et de créer, donc ça c'est la question de la performance, des partenariats avec d'autres, parce qu'on ne peut pas être tout seul, mais aussi cette question de la performance, ça va être de réussir à se mesurer et de développer un ensemble de métriques pour pouvoir évaluer notre politique, de façon à créer ce socle de confiance pour que tout le monde sache où est-ce qu'on va. Et donc, très concrètement, qu'est-ce que ça va donner ? Je ne vais pas vous présenter toute la stratégie, mais pour comprendre le renversement, on le voit bien avec la stratégie de mobilité. Pourquoi ? Parce que la ville de Pittsburgh, jusqu'en 2015-2017, avait une stratégie, comme de nombreuses villes, de transport, à savoir comment est-ce qu'on peut réussir à améliorer l'ensemble des infrastructures de transport pour pouvoir vous amener d'un point A à un point B, la base. Sauf qu'ils ont recruté une nouvelle directrice des transports, Karina Ricks, qui venait de Washington et qui a dit cette stratégie finalement ne fait absolument pas sens dans une stratégie de résilience, on a besoin d'avoir une stratégie de mobilité. Vous allez me dire, oui, bon, c'est pas une grande révolution. Si, c'est une grande révolution parce que la façon dont elle définit la mobilité, Karina Ricks, c'est pas uniquement encore une fois, on pourrait dire avoir une définition un peu améliorée de celle de transport, où la mobilité, c'est permettre d'accomplir finalement un programme d'activité. C'est pas uniquement déplacer, mais c'est avoir la possibilité de réaliser tout un programme dans votre journée. Oui, mais elle va beaucoup plus loin. Elle dit la mobilité, c'est pas ça. La mobilité, c'est de la mobilité sociale. C'est comment est-ce qu'on va prendre n'importe lesquels d'entre vous et grâce au fait d'arriver à se déplacer, vous allez réussir à monter dans l'échelle sociale. Et elle part de cette définition de 2 chercheurs de l'université de Harvard qui dit le temps de transport est le facteur le plus puissant sur lequel jouer pour échapper à la pauvreté. Et en partant de cette base, vous allez voir que finalement la thématique de la politique de mobilité se décline en 5 buts. Le premier, c'est personne ne doit mourir sur la route ou être blessé.
Tous les foyers doivent avoir accès à des légumes frais à moins de 20 minutes sans prendre une voiture. Tous les trajets de moins de 1 mile doivent pouvoir être réalisés de façon rapide et facile sans prendre de véhicule individuel. Il faut que tout le budget que vous consacrez à la fois au logement et au fait de vous déplacer et à vous chauffer ne doit pas excéder 45% de votre revenu total. Et il faut maintenir les infrastructures. Donc vous voyez finalement, quand on parle de mobilité, on parle de légumes et on parle de logement. On ne parle pas nécessairement de bus, de métro, là, on n'en parle pas. Parce que ce n'est pas ça le but. Le but, c'est garantir la mobilité sociale. Une autre stratégie qui est intéressante, c'est celle de Hambourg. À Hambourg, peut-être que vous vous rappelez, en 2015, crise des réfugiés. Très concrètement, ça veut dire les deux pays qui ont été le plus touchés par ces crises de réfugiés, par l'afflux de réfugiés, c'est la Suède et l'Allemagne, qui ont reçu 1,8 million de réfugiés en l'espace de 5 mois. À Hambourg, grâce à la clé de répartition, c'était 400 demandeurs d'asile qui venaient tous les jours à Hambourg et il fallait régler le problème. Et comment est-ce que Hambourg, et pourquoi est-ce qu'on va parler de stratégie de résilience pour Hambourg, c'est que la position de départ de Angela Merkel, c'était de dire on a ces réfugiés, wir schaffen das, on y arrive. C'est pas la question comment, machin chose. La position de départ, le point de résilience de l'Allemagne, c'était on y arrive. C'est pas négociable. Et c'est pas négociable. Comment? Ça veut dire que déjà, on va gérer l'urgence et que personne ne doit dormir dehors. Et de fait, en Allemagne, personne n'a dormi dehors. 400 personnes qui arrivaient tous les jours, ils se sont débrouillés. Réquisition des hôtels, réquisition des logements vides, création très très rapide de logements d'urgence. Et avec cette idée de dire, on crée des logements d'urgence, mais il faut y rester seulement 6 mois, pas plus longtemps. Et ces logements d'urgence, bon, les hôtels, c'est pas l'idéal, donc on va créer quelque chose avec ces... j'ai oublié le nom, comment ça s'appelle ces trucs les préfabriqués, merci. Ces trucs-là, les préfabriqués, mais on va faire en sorte que ce soit des préfabriqués un peu sympas pour y habiter, et donc on va aménager des vrais espaces publics, avec des jeux pour des enfants, où on plante des arbres, où on fait ça en dur, de façon à ce que les gens se sentent accueillis. Gestion d'urgence. Ensuite, de dire l'urgence c'est bien, mais il faut passer très très rapidement à une autre étape, puisqu'il est clair que les réfugiés vont rester. Peut-être que certains repartiront, mais le point de départ, le Wir schaffen das, ça ne veut pas dire on les accueille puis après on les repousse, non, c'est dire on les intègre dans la société allemande. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut passer du provisoire à du moins provisoire. Donc penser un véritable parcours résidentiel pour chacun des réfugiés. Il faut favoriser l'apprentissage de la langue, la scolarisation des enfants, et il faut discuter avec la population locale. Et discuter avec la population locale, et c'est là où c'est assez fascinant comme attitude, c'est de dire il faut calmer les bonnes volontés. Parce qu'effectivement, à ce moment-là, les Allemands, wir schaffen das, très très motivés, tout le monde dit « je veux accueillir un réfugié dans mon jardin, j'ai suffisamment de place ». Et la municipalité qui dit « attention, les bonnes volontés, c'est bien, mais par contre, on s'inscrit dans le temps ». Il est hors de question qu'on ait la bonne idée de dire j'accueille un réfugié dans mon jardin et au bout de 6 mois je dis non, en fait j'en ai marre de mon réfugié, est-ce que je peux le redonner? C'est comme un bébé, une fois qu'on l'a, on le garde, on ne peut pas le redonner. Et du coup il y a eu tout un travail de freiner les bonnes volontés, ce qui est un peu contre-intuitif, et de dire on va discuter avec la population, on va créer des ateliers, notamment en s'appuyant sur l'outil numérique, de façon à montrer à quel point certaines idées ne sont pas des bonnes idées et où est-ce qu'on peut effectivement créer du logement pour ces réfugiés de façon à ce qu'ils puissent rester et se sentir bien, à l'aise, et que tout le monde se sente à l'aise de façon à ne pas créer de crise sociale et finalement de conflits. Et donc, troisième étape, et c'est là où on arrive vraiment au point d'achèvement de la stratégie de résilience, où les Allemands se sont dit, finalement, le problème que l'on a aujourd'hui de l'accueil, qu'on peut avoir en Europe, qu'on peut avoir en France, qu'on peut avoir en Allemagne, qu'on peut avoir à Hambourg, c'est de dire pourquoi est-ce qu'on a du mal à les accueillir? C'est parce qu'il y a un embouteillage sur ce segment très particulier du logement abordable. Donc finalement, c'est pas le réfugié le problème, c'est le logement abordable. Et vous voyez le shift dans la réflexion, et c'est là où on a une stratégie de résilience, c'est de voir plus loin que le problème immédiat pour essayer de régler le problème en général en disant nous avons besoin d'augmenter drastiquement notre nombre de logements abordables de façon à pouvoir
absorber le choc des réfugiés qui arrivent, mais aussi de pouvoir accueillir les Allemands qui sont déjà sur place et qui n'ont pas de logement abordable, de façon à ce qu'ils n'en veuillent pas aux réfugiés et de dire toi tu es arrivé, etc. et tu m'as pris mon logement abordable, donc tu me prives de quelque chose. Donc il y a eu un choc de l'offre qui a été fait avec une réflexion immédiate sur la réglementation qui sont très fortes. La réglementation est très forte en Allemagne, donc comment est-ce qu'on peut l'assouplir, quelles sont les règles, comment est-ce qu'on peut mieux construire plus rapidement, comment est-ce qu'on peut passer à une échelle d'industrialisation, de construction hors site, et tout s'est mis en place de façon assez rapide pour pouvoir relever ce défi du logement abordable. Et notamment beaucoup de réflexions donc sur ces procédés constructifs et aussi sur le fait de pouvoir réussir à changer la destination. Et donc l'accueil de certains immeubles, dont celui que je vous présente ici, a été destiné d'abord pour des réfugiés et après, dans une perspective de logement, de parcours résidentiel, était censé revenir à la population après. Voilà pour les deux exemples que je voulais vous donner. Et en conclusion, je reviens maintenant avec ma casquette Paris-Île-de-France Capitale Économique pour dire sur quoi est-ce qu'on travaille à Paris-Île-de-France Capitale Économique. C'est une association qui est une émanation de la CCI Île-de-France et qui a été créée à l'initiative des entreprises pour avoir une agence qui réfléchit et qui promeut l'échelle du Grand Paris à l'international pour attirer des investisseurs sur le territoire. Donc l'association, pendant 30 ans, a fait le job d'aller à l'international et de présenter ce qu'était ce projet du Grand Paris, le Grand Paris Express, le plus grand projet d'infrastructure européen, montrer la stratégie de cluster pour pouvoir attirer des investisseurs. La question, quand moi je suis arrivée à la tête de PCE il y a quelques mois, c'était de faire le constat que finalement, quand on parle d'attractivité, est-ce que c'est finalement complètement conciliable avec l'enjeu de décarbonation et de résilience? Pas tout à fait, parce que finalement, si on voit les études, ça c'est une étude qu'on produit annuellement, où on analyse la base FDI, donc qui est les investissements étrangers, et puis on les compte, et puis on espère d'être les premiers en disant nous avons la région Île-de-France, nous avons le plus d'investisseurs étrangers qui sont venus. Donc on est clairement sur une stratégie du plus, et on est très content si on a plus. Sauf que si on prend maintenant la stratégie de décarbonation, finalement, pour pouvoir baisser les émissions, on ne sait pas trop faire encore autrement que d'avoir moins. Moins de transport, moins de déplacements, moins de flux, moins de personnes, moins de projets, bref, moins de carbone. Et comment est-ce qu'on peut réussir à concilier finalement cette question de la promotion à l'étranger, où finalement ce qu'on dit c'est venez chez nous pour faire plus, avec oui, mais il va falloir faire moins. Et toute la question du projet de PCE aujourd'hui, dans cette idée de dire il faut réfléchir à une conciliation entre l'attractivité et la décarbonation, et c'est certainement ne pas réussir à faire plus, mais faire mieux. Mais du coup, qu'est-ce que ça veut dire faire mieux au-delà de cette jolie formule? Comment est-ce qu'on peut réussir? Quelle est la nouvelle métrique qu'il faut développer? Est-ce qu'on ne compte plus les projets? Comment est-ce qu'on réfléchit à l'impact social, économique et environnemental? Surtout dans une période où on a ce grand problème que pour pouvoir être décarboné, il faut des investissements qui sont massifs. Absolument massif. Donc si on n'est que sur du moins, parce qu'effectivement en faisant moins on y arrivera, mais si on n'est que sur du moins, on n'arrivera pas à financer non plus la décarbonation et l'ensemble de ces projets. Donc comment est-ce qu'on arrive à faire? Et le projet chez PCE, donc chez Paris Capital Économique, est de développer une analyse économique stratégique, donc en gros se dire quels sont nos secteurs d'avenir économique, et c'est ce sur quoi nous allons miser. On va renoncer à certains secteurs pour pouvoir se concentrer sur ceux qui font sens pour ce territoire et aussi en termes de compétitivité internationale. Mais ensuite, c'est pas tout. Il va falloir réfléchir à la territorialisation. Donc vous connaissez le ZAN, tout comme moi. Donc finalement, si on pense uniquement activité économique sans réfléchir à la territorialisation de ces activités économiques, on va avoir à un moment un problème. Donc comment est-ce qu'on arrive à boucler la territorialisation et cette question de secteur d'avenir? Et ensuite, c'est pas tout. Mettons que vous avez vos activités économiques d'avenir, mettons que vous avez réussi par miracle à trouver un foncier économique. La question qui va se poser assez rapidement, c'est est-ce que finalement votre ville elle-même va être attractive? Parce que pour pouvoir attirer des talents, il faut offrir une perspective qui est importante. Et là, du coup, je vais faire de l'antiparisianisme, mais le fait est que Paris demain, c'est pas sûr que finalement ce nom très glorieux de dire Paris, bah oui Paris, mais Paris, difficulté de logement, difficulté d'accès aux soins, difficulté d'accéder à des écoles, difficulté d'avoir un accès aux espaces verts.
finalement, quand on met ça les uns derrière les autres, si on ne réfléchit pas à l'adaptation et donc à la vulnérabilité réelle de l'Île-de-France, à la fin, on va avoir une attractivité qui risque de baisser. C'est pas grave si elle est choisie. Donc on revient à chaque fois à ce débat. C'est grave si par contre c'est le résultat d'une absence de réflexion et surtout d'une absence de stratégie. Et donc le but de Paris-Île-de-France Capital Économique, c'est de réussir à faire ce lien entre attractivité, décarbonation, dans une perspective de résilience. Et pourquoi j'insiste sur cette perspective de résilience? C'est parce que, je reviens à l'idée que j'avais dite au départ, à savoir qu'on n'a pas raison tout seul. La question du lien va être absolument fondamentale. Mettons que Paris arrive à être complètement décarboné en se débranchant de la mondialisation. C'est une fiction, ça n'y arrivera pas. Mais mettons, ça ne changera rien si on n'est pas en lien avec des autres, et notamment parce que même si on est décarboné, on pourra avoir des chocs. Si on n'est pas relié aux autres, on s'effondre. C'est pour ça qu'il faut toujours réussir à penser. La décarbonation, c'est un objectif absolument nécessaire, mais il faut toujours le lier à cette question du lien. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Chloé, c'était passionnant. On prend 10 minutes ou un quart d'heure si vous avez des questions dans la salle directement à Chloé, sinon j'animerai la chose en vous mettant à contribution. Ce sera pas grand-chose, il faudra juste lever la main. Est-ce que des gens ont des questions à Chloé? C'était assez riche, c'était rapide. Oui, là-bas, à droite. Alors, tu as un... Je sais pas. Merci. Bonjour. Je m'appelle Brieux Safré. J'avais juste une question sur l'attractivité du territoire. Est-ce que vous avez des leviers, des conseils justement pour améliorer cette résilience du territoire? Après, là, je peux trouver une porte de sortie assez rapide, à savoir, il ne va pas y avoir de mode d'emploi et surtout de quel territoire on va parler. Parce que quand on va parler de la résilience, on parle toujours de la résilience d'un système et par rapport à un choc en particulier. Donc, du coup, si on se concentre sur la question de la région parisienne et de cette question de la résilience, pour son attractivité, je dirais qu'un élément de réponse de base, mais qui est fondamental, et c'est pas gagné, c'est la question de la gouvernance, parce qu'on va parler du lien, on va parler de stratégie, et là très clairement, si les acteurs n'arrivent pas à se parler entre eux et à avoir une stratégie qui intègre les différentes échelles, c'est un facteur de vulnérabilité qui est extrêmement important, à la fois en termes d'attractivité pour attirer, mais d'efficacité des politiques publiques et faire face à un choc, c'est évident. Là, il y a un gros problème. Surtout que la ville de Paris a quand même été la première ville en France à avoir un plan résilience, donc tous se chevauchent, il y a 20 plans différents sur l'adaptation climat, donc effectivement c'est assez, ça illustre bien ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Bonsoir. Vous dites que la résilience se pense... j'essaye de reprendre vos mots, mais de manière globale, en tout cas reliée aux autres. Il y a d'autres approches qui, notamment les pères de la permaculture, comme Bill Mollison et d'autres, qui pensent la résilience de nos sociétés comme plutôt micro, à partir de petits systèmes, écosystèmes fertiles, résilients d'un point de vue énergétique, déchets, etc. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, à mon sens, si on ne pense que le micro sans penser l'articulation avec les autres systèmes, c'est une impasse. Tout simplement parce que si votre système subit un choc, sauf à ce que vous acceptiez que, un choc, vous n'êtes pas relié aux autres, donc vous vous débrouillez par vous-même et donc vous acceptez de disparaître. Mais très concrètement, une vraie perspective de résilience appellerait à dire que vous arrivez à vous appuyer sur les autres pour pouvoir vous relever
Donc pour moi, la pensée de la résilience, c'est quand même une pensée du lien avec les autres, où vous pouvez avoir un système qui est efficace localement, où vous essayez au maximum, mais qui n'empêche pas le lien avec les autres de façon à... Enfin, l'autarcie ne me semble pas résiliente. Non. Bonjour. En fait, c'est une réflexion que je vous partage. Par rapport à la notion de résilience, ça me faisait penser au fait que pour favoriser la résilience, moi, je pense à cette notion de justement anticiper la résilience ou favoriser la résilience, c'est aussi développer des capacités nouvelles ou des aptitudes autres. Enfin, je me réfère plutôt à l'être humain, mais comme il y a un parallèle entre l'être humain ou un système vivant et puis la notion d'urbanité, et donc c'est aller anticiper en fait pour que au moment où le choc arrive, la capacité à réagir ou à rebondir soit presque naturelle en fait, parce qu'en fait on a une force interne, ou la ville a une force interne qui lui permet en fait d'aller beaucoup plus vite dans la capacité à s'adapter en fait. Enfin voilà, c'était juste un partage de réflexion. Ce qui est certain, c'est par exemple, on voit parce que la question qui va toujours se poser, c'est finalement si la résilience n'est pas une capacité qui est acquise, donc on l'a pas comme ça naturellement, effectivement, il faut l'exercer. Et on l'exerce avec effectivement des fictions. Et ça, on le voit bien avec, par exemple, au Japon, où il s'exerce sans arrêt à comment est-ce qu'on va réagir s'il y a une crise. Et le fait de s'exercer sur des crises, même si finalement, puisque la résilience est dictée par un facteur incertitude, donc même si vous ne savez pas exactement ce qui va vous tomber dessus, le fait d'être alerte et d'avoir cette capacité d'alerte et de se dire j'écoute les signaux faibles, je suis en lien avec les autres, je sais comment réagir. Il faut l'entraîner, oui, tout le temps. C'est pas quelque chose où soudain il y a un choc qui arrive et on se réveille. Mais c'est un entretien, c'est une sorte de discipline, et c'est pour ça que j'avais insisté sur ce grand enjeu de la résilience, qui est celle de la mobilisation dans la latence. Là, il se passe rien, et on n'aime pas ça. On n'aime pas investir dans quelque chose où on ne sait pas à quoi ça va servir. Voilà, oui, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire. C'est une discipline. Et du coup, ça peut amener de formes nouvelles, en fait, de penser la ville. Du coup, c'est assez intéressant. On le voit bien dans la question de l'investissement dans les résiliences, dans les infrastructures résilientes, où on investit pour quelque chose qui n'arrivera certainement pas. Et du coup, ça, c'est un changement de pensée qui est importante. Et c'est effectivement planifier pour la catastrophe en acceptant que certains investissements seront dans un certain sens à perte. Mais c'est pas grave, parce que si on a cette discipline, il y en aura certains qui serviront, et les coûts qui seront épargnés du choc seront largement bénéficiaires par rapport à ce qu'on a dépensé et qui ne sert effectivement directement à rien. C'est une autre pensée, effectivement, de l'aménagement. Et ça peut être un changement de pensée dans la forme des choses aussi. Tout à fait. Des flux, des circulations. Je pense par exemple à tout ce qui est architecture plus qui a cette capacité à se transformer, à se déformer. Enfin, voilà, ça peut s'appliquer à plein d'autres domaines de la pensée, de l'urbanité. Des notions d'adaptabilité dans la transformation. Oui. Possible. Tout à fait. Et à cet égard, l'exemple de Hambourg est aussi absolument passionnant, parce qu'ils ont beaucoup réfléchi, ça aurait pu être aussi présenté ici, mais sur cette réflexion de la résilience des bâtiments par rapport à une crue. Du coup, par rapport à l'île de Nantes, ça fait tout à fait sens. Et comment est-ce qu'on peut réfléchir justement à ces bâtiments à différents étages, et comment est-ce que le rez-de-chaussée, les caves sont pensées de façon à pouvoir en faire quelque chose sur la longue durée qui a une valeur, mais en cas de crise qui est facilement qu'on peut perdre facilement. Et c'est difficile à vendre cette idée de dire vous vous installez, vous faites un truc formidable, mais vous êtes optionnel. Si on vous perd, c'est pas grave. Et ça, c'est une réflexion qui est assez intéressante et qui a bien marché à Hambourg pour le coup.
Que pensez-vous de l'investissement dans les transports collectifs, par exemple le Grand Paris, qui permettent de se déplacer sur des longues distances, longs trajets? Est-ce que ça vient en opposition aux investissements de la ville à 15 minutes ou à 1 kilomètre à pied? C'est une opposition? Non, pas du tout. C'est pas une opposition, c'est une nécessité. L'investissement dans du transport en commun dans la région parisienne, c'est un manque de plusieurs années. Et je suis assez critique vis-à-vis de cette idée de la ville des 15 minutes. Dans une ville globale telle que Paris, c'est un non-sens. Et déjà, on peut dire que Paris, en tant que tel, n'est pas une ville des 15 minutes, mais c'est une ville des 5 minutes. Donc, on peut se dire que même c'est une régression de penser la ville, de penser la ville des 15 minutes. Et ensuite, d'avoir cette idée de dire qu'on aura tout, bien entendu, tout le monde va avoir tout à proximité. Je ne vais pas dire c'est cette idée absurde d'avoir son commerce à côté. Mais très concrètement, Paris est un organisme qui ne peut pas se penser sans. C'est que 2 millions et autour, c'est quand même plus de 10 millions d'habitants. Et ces 10 millions d'habitants viennent travailler à Paris, repartent. Donc, il faut penser cette articulation. Et ce sera une ville des 40 minutes. Ce sera une ville, mais ce sera une ville des 40 minutes agréable. Et c'est là où ça va commencer à être vraiment intéressant dans cette articulation des échelles et pas limiter. Parce que si on limite finalement cet horizon, on pense la ville que pour les Parisiens. Donc c'est une toute petite frange de la population. Et en plus, c'est nier une chose assez bête, c'est que à Paris, la ville est tellement grande. Généralement, les couples travaillent. Maintenant, l'homme et la femme travaillent. On ne peut pas déménager à chaque fois qu'on change de travail. Donc, du coup, on a besoin de penser une ville des 30, des 40 minutes, mais on a besoin de penser des temps de trajet qui sont agréables. Et c'est là où ça commence à devenir très intéressant de penser que la mobilité, ce n'est pas uniquement l'objectif de la mobilité n'est pas uniquement de diminuer le temps de trajet, mais c'est parfois d'accepter d'avoir des transports qui sont plus longs, mais agréables. Et de pouvoir faire de ce temps, pas un temps qui est perdu, pas un temps qui est pénible, pas un temps qui est suivi, mais un temps qui peut permettre quelque chose. Et ça, c'est pas grave, encore une fois. On prend une dernière question. Merci. Ma question, c'est comment vous articulez donc vos actions avec celles des territoires, de tout ce qui concerne les infrastructures, le bâti et les populations, notamment dans une optique de transformation des usages. Qu'est-ce que vous entendez par moi? Parce que moi, je fais pas grand-chose. Vous, donc, à l'agence, a priori, les actions que vous menez aujourd'hui à l'agence d'investissement donc du Grand Paris sont plutôt en faveur des entreprises, des grandes entreprises. Et voilà, dans les actions que vous mettez en place, c'est quoi le cadre en fait dans lequel vous faites discuter les entreprises, les territoires, les populations et tous les opérateurs d'infrastructures? Alors, l'avantage de Paris-Île-de-France Capital Économique, c'est qu'on a une gouvernance qui est partagée. C'est-à-dire que, certes, on regroupe une 60aine d'entreprises qui sont plutôt des entreprises à dimension internationale, qui sont investies dans le Grand Paris, mais on a aussi les territoires qui sont partie prenante. Donc, on est toujours dans une discussion entre les territoires et les entreprises. Et il n'y aura pas, en fait, aucune action ne pourra se faire contre les territoires, mais nous, on est là en termes de connecteurs pour justement réussir à faire en sorte que tout le monde se parle et réussisse à élaborer une stratégie qui est commune. Ok, et pour les populations ? Alors pour les populations, là par contre c'est un peu plus délicat, puisque effectivement ils font pas partie prenante de Paris-Île-de-France Capital Économique, et ça va davantage être notre intelligence collective et le fait qu'on va s'appuyer sur la connaissance des territoires, mais nous-mêmes on n'a pas vocation à organiser, on est trop petit pour ça. Merci. Merci Chloé. On va passer à la seconde partie animée par Nicolas. Mon Dieu. Je vais prendre Chloé à partie de toute façon, je vais profiter de ta présence. Ce que je vous propose là, c'est trois grilles de lecture qui sont volontairement un peu caricaturales, et c'est totalement assumé, pour essayer de pousser un petit peu la réflexion. Et je vais rebondir sur ce qu'a dit Chloé tout à l'heure.
Donc trois options entre guillemets. Puis je vais vous demander tout simplement, je vais vous poser une question un peu crue, de lever la main en disant moi je suis plutôt pour telle option ou telle autre, sachant qu'évidemment, et vous l'avez compris, ça manque un peu de finesse, mais c'est tout à fait volontaire. C'est pour créer des réactions. Le premier sujet, je vais rebondir sur ton idée de choix plus politique que technique, alors qui me touche profondément. Et je pense que quand on parle de résilience et notamment de végétalisation, on a parfois du mal à voir quelles sont les conséquences inattendues et les accros qui se mettent en place quand on va décider par exemple de manière numéraire de mettre beaucoup d'arbres dans une ville. On va vite se rendre compte qu'il y a des gens qui sont allergiques, qu'il y a des gens qui vont se plaindre. On va se rendre compte que ça passe pas parce qu'il y a des réseaux enterrés. On va se rendre compte et on va avoir des accros et des tensions qui vont se créer, qui sont des tensions inattendues a priori, en tout cas pas toujours bien discernées, et qui se déroulent face à un geste qui a priori est obligatoire. On n'a pas le choix. Il va falloir qu'on gère ce sujet-là. Et pourtant. Et donc là, on arrive à ce choix, cet arbitrage. Qu'est-ce que je choisis de faire ou pas? J'en ai noté quelques-uns en fouillant dans la littérature. Pour la petite histoire, dans le monde anglo-saxon, et notamment en Angleterre, on préfère planter les arbres et les arracher tous les 10 ans. Tous les 10 ans parce que ça coûte moins cher. Donc ça, c'est le cas de Cardiff et de Londres, par exemple. Parce que ça coûte moins cher que d'entretenir un arbre qui a 40 ans, parce qu'il va se déployer, il va être un peu plus massif et il va falloir vraiment s'occuper de lui. A contrario, l'impact écologique en termes de bilan carbone et de gestion et de traitement de l'air d'un arbre commence à peu près à 40 ans. Et donc là, on se retrouve avec une forme d'aberration dans l'usage qui est assez intéressante et une tension entre mon intentionnalité qui est de gérer cette résilience et de l'autre des conséquences plus ou moins inattendues. Tu veux réagir peut-être dans un premier temps avant il lève la main ou ça te... On va vous faire réagir. Donc, juste 2 questions, sachant que, alors hier vous l'avez vu, il y a eu la synthèse du GIEC qui en gros nous dit on a 5 ou 10 ans. Ça c'est beaucoup, la temporalité c'est vraiment rapproché, avec une particularité en France qu'on a plus 1 degré sur tout le pays par rapport au scénario d'évolution du GIEC. Donc on est encore plus d'un point de vue local touché. Donc la question est extrêmement simple. Soit est-ce qu'on avance sur la résilience de manière un peu agressive parce qu'on sent qu'il y a un enjeu et qu'il faut y aller, soit on prend le temps de penser les effets de bord qui sont nombreux, qui existent réellement, et en même temps on sait qu'on a une petite une petite urgence autour de ça. C'est volontairement, Virginie, je te vois froncer les sourcils, c'est volontairement caricaturer sa choix dont tu veux pas entendre parler, c'est volontaire. Donc juste à chaud là comme ça, si je vous demande de lever la main, qui se dit non, de toute façon on est un peu bloqué, il va falloir qu'on y aille, donc sur ce qui est végétalisation, sauvagement urbain, sur toutes ces thématiques-là, à un moment donné on n'a pas le choix, on y va, et on verra bien, on va avancer petit à petit, ou qui dit, bon à l'inverse, prenons le temps de réfléchir. Pour le premier cas, il faut y aller, lever la main. Tu veux réagir? Non, c'est bien, c'est super, c'est extrêmement intéressant. Oui, comment ça te... Allez-y, c'est super. C'est fait c'est volontaire, c'est extrêmement volontaire. Allez-y. La résilience, ça implique un moment de faire aussi des choix, des reculs. Donc, pourquoi pas? Enfin, ça veut dire qu'on va pas y aller tête baissée non plus. Enfin, on va pas résilier. Enfin, voilà, si on comprend ce que vous nous avez dit, résilience, c'est un moment de se dire il y a des choses, on fera plus, d'autres moins. Voilà, donc c'est pas on fonce tête baissée dans la résilience. Enfin. Je sais pas que la temporalité, ça Oui. De l'exercice. Non, par rapport à cette question de la végétalisation et des effets de bord, c'est une question qui effectivement est extrêmement intéressante parce que c'est l'impensé. C'est typiquement la bonne mauvaise idée ou la mauvaise bonne idée plutôt, avec des conflits qui peuvent être assez majeurs et notamment le cas d'arrachage d'arbres partout en fait pose énormément de problèmes. Donc là, j'aurais tendance à dire, notamment pour les arbres, réfléchissons avant d'agir, parce que ça a un caractère tellement émotionnel, un arrachage d'arbres, qu'on va au-devant de plus de problèmes si on agit un peu tête baissée que si on pose les enjeux. Mais ça ne veut pas dire attendre pendant 5 ans. Ça veut dire poser l'enjeu arbre comme débat, en éclairant l'ensemble des présupposés. Je ne sais pas si ça répond à votre cri du cœur. C'est celui-là, Vincent? J'ai l'impression que ça fait 30 ans qu'on prend notre temps à poser les enjeux et nos enfants, moi j'ai une fille de 10 ans et de 13 ans, elles me disent mais quand est-ce qu'on agit, quand est-ce qu'on arrête de réfléchir?
Donc ça, voilà, et effectivement, c'est un peu... Alors c'est peut-être très naïf, c'est peut-être très... Mais effectivement, il y a quand même le rapport du GIEC, comme tu l'as dit, c'est 5-10 ans. Donc si on se donne 5 ans, parce que c'est des cycles de réflexion, la ville, c'est un temps long, c'est des projets de temps long. Il y a un moment, comment on arrive à hacker tout ça, comment on arrive à raccourcir les délais, et comment on arrive aussi à accepter effectivement les effets de bord, de dire bah oui, la voiture elle va être un peu plus sale parce qu'il va y avoir des couches de pollen, je pourrais, voilà, mais je serais peut-être encore vivant, voilà. Ça pose la question aussi de l'initiative privée, de la liberté de prendre une décision. Je disais que ça pose la question de l'initiative privée, individuelle, et de la possibilité de prendre une décision en dehors d'un cadre hyper réglementé où on se dit j'ai pas le droit, je peux, etc. Exemple, tu penses à quoi? Mais l'ensauvagement, par exemple, une rue où on découpe un bout d'enrobé pour aller planter quelque chose qui va réellement pousser. Enfin, on en voit dans Nantes des endroits comme ça. On voit des arbres, on se dit mais c'est pas possible, comment ils arrivent à survivre. Néanmoins, ils sont là. Mais c'est parce que quelqu'un un jour s'est dit tiens, en bas de chez moi, je découpe l'enrobé. Je prends le droit de faire quelque chose que je considère être légitime. Dernière remarque? Oui, là, derrière, monsieur. Vous avez présenté ça comme une contrainte qu'on ajouterait sur l'espace public, alors que sur l'espace privé, notamment les toitures terrasses de l'ensemble des bâtiments qu'on construit, auraient pu depuis longtemps rendre obligatoire la végétalisation de ces toitures terrasses, comme Chicago en a montré un très bel exemple, ce qui limiterait quand même les îlots de chaleur. Ça répondrait déjà à de nombreuses questions, et on voit encore tellement d'opérations sortir avec des toitures terrasses bitumineuses qui n'apportent rien, si ce n'est que de l'îlot de chaleur supplémentaire, de la même façon que les toitures à 2 pans ou 4 pans en bac acier zinc foncé. Ça devient une aberration quand on sait que ça capte la chaleur, alors qu'un bac acier clair aurait une réverbération qui serait bien plus intéressante. C'est une super remarque. Quand on a creusé le sujet pour l'intervention de Chloé, moi j'étais fasciné, j'ai vu des experts qui me disent le 5e toit végétalisé, c'est une abomination. Donc, j'étais étonné parce qu'il y avait ce type de remarque qui me paraissait tout à fait saine. Et ils disent non, le vrai sujet du végétal en ville, c'est pas de mettre une couche comme ça de sol sur un toit, c'est le mycélium, c'est la communication avec les plantes, c'est un écosystème général, et ça doit être appréhendé de manière beaucoup plus radicale qu'une espèce de pis-aller. Je te vois cligner, mais une espèce de pis-aller. C'est intéressant, hein, du coup on voit bien les limites du débat et la complexité à l'appréhender. Une dernière question, ou si tu veux réagir. Oui, madame. En fait, c'est une question un peu parallèle, un peu électron libre en fait. Je voulais savoir ce qui nourrissait vos réflexions et vos actions en termes de BD, manga et animé. Non, parce qu'en fait, non, mais c'est une vraie question. Parce que ce sont des mondes fictionnels. Et enfin, à mon sens, la fiction peut vraiment énormément apporter à la réflexion. C'est une super transition pour mon deuxième challenge. J'adore, merci, c'était pas volontaire. Non, mon deuxième challenge, il parle d'esthétique, parce que je pense qu'on parle pas assez de l'esthétique de la résilience, et dans un cadre urbain, c'est clé. Et moi, j'ai un peu la conviction personnelle qu'on manque d'imaginaire utopique autour du végétal. On a quelques architectes qui nous proposent de très belles choses, mais encore une fois, on est sur alors que ça soit un 4 faces, un 5 faces, je sais pas, mais ou des formes rondes, on reste sur une végétalisation artificielle, entre guillemets, d'un bloc de béton ou autre. Et le frère de François Skeuten avait fait une très belle vision de l'avenue principale de Bruxelles, pour ceux qui veulent regarder, jusqu'en 2300, en imaginant une végétalisation extrême. Et le même exercice a été fait pour les Champs-Élysées. C'est assez bluffant, en fait, de voir, quand on prend le temps long dès maintenant de penser la conséquence. Moi, alors, c'est une histoire qui est un peu privée, mais il se trouve que Chloé et moi, on est allés à Boston il y a un certain temps. Et ce qui est très frappant, c'est l'esthétique d'une ville qui assume qu'elle sera sous l'eau. Et je reviens un peu sur ce que tu disais avec Hambourg. Quand vous baladez sur le front de mer, vous avez des bancs en dur, qui n'ont pas l'air très agréables, qui sont faits pour être des brise-vagues. Et toute l'architecture urbaine et l'esthétique de la ville en front de mer a été entièrement redessinée pour répondre à cet enjeu-là. Alors moi, mon challenge, il est un peu, je vais essayer de le formuler
proprement, mais si je caricature, il y a un peu une vision de l'ensauvagement et de cette esthétique-là qui est la mauvaise herbe. Et je te remercie pour la Estelle, je crois, pour la plante qui sort, etc. On se retrouve avec des cajots qui servent dans lesquels on met des plantes, qui se désagrègent, etc. C'est une esthétique très particulière d'un cycle urbain non maîtrisé, entre guillemets. On voit bien la naturalité qui ressort. Versus ce qu'on va faire en alignant des arbres. Et l'exemple de Berlin sur les arbres arrachés était frappant parce que ces arbres, il y a eu des sittings, ça fait en urbanité, on en parle beaucoup, pendant 1 an, ça a été un vrai cas d'étude sociologique, c'est que la croissance de ces arbres était perçue comme étant non contrôlée par la mairie. C'est quand même stupéfiant. On enlevait ces arbres parce que leur croissance était perçue comme non contrôlée. Et donc on voit bien qu'il y a une tension forte entre le contrôle du cadre urbain et cette espèce d'ensauvagement dont on a tous envie, mais qui repose encore une fois la question de est-ce que j'accepte de laisser tout pousser, alors que c'est une belle... Quand tu dis qu'il y a un arbre qui sort, ça veut dire qu'il y a de l'eau, enfin c'est significatif de beaucoup de choses en fait, c'est assez poétique. Mais est-ce qu'on l'assume complètement? Donc j'ai 2 questions, elle est tout aussi radicale. Est-ce qu'on reste dans une tentative de maîtrise, ou est-ce qu'on assume, et on est vraiment radical, un ensauvagement réel, sans maîtrise j'entends, donc là on joue vraiment les 2 côtés un peu extrêmes. J'ai commencé par l'ensauvagement, qui pousserait sur un ensauvagement naturel, accepté. Ah, c'est pas aussi franc que tout à l'heure, hein. Ok, donc on est plutôt sur quelque chose de partagé. Tu veux rebondir ou J'ai un peu travaillé sur cette question sur Paris et sur la question justement de la végétalisation des pieds d'arbres à Paris. Où je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a eu un scandale il y a 3 ans, enfin qui dure encore un peu, mais qui s'est un peu assagi, au moment où Anne Hidalgo a essayé de recréer une nouvelle esthétique à Paris, notamment avec, que ce soit en termes de mobilier urbain, de réutiliser des matériaux, de faire tout ça en recyclage, donc sur la place du Panthéon notamment, ils ont fait ça, et sinon d'autoriser la végétalisation de l'espace public, avec une conséquence qui était assez intéressante, à savoir que les critiques ont été extrêmement fortes par rapport à cette végétalisation des pieds d'arbres, en disant ça ressemble à rien, c'est moche. Et de fait, rares sont les pieds d'arbres qui ont vraiment bien fonctionné au sens où les plantes ont survécu. Pour une simple et bonne raison, c'est que, ce qui était assez intéressant dans différentes études sociologiques qui ont été faites, c'est qu'à partir du moment où le pied d'arbre n'était pas bien entretenu, c'est-à-dire où on ne donnait pas la chance à cette plante de survivre, et finalement elle dépérissait un petit peu, il y avait plus de dégradation que s'il n'y avait pas du tout aucune plante, s'il y avait tout simplement soit une grille ou soit rien de la terre. Les gens se sentaient plus autorisés, en voyant les plantes mourir, à les aider encore plus à mourir, en déversant des canettes, mettant des mégots, etc. Et ça a été assez frappant de voir que finalement cette esthétique de l'ensauvagement où c'est censé vivre un peu par tout seul, amène finalement plus de dégradation que rien du tout. Et donc ça pose beaucoup de questions sur cette question de renouvellement de l'idée, qu'est-ce que ça donne ou pas? Là-bas, 2, 3. Oui, j'aurais une question, s'il vous plaît. On parle de végétalisation. Moi, je voudrais vous parler de nourriture et de jardins partagés. Comment inclure l'agriculture urbaine en ville et les jardins partagés auprès de vos immeubles? Et je vais vous donner un cas concret à la ville de Nantes, puisqu'on a eu le choc, tout le monde, du Covid, avec des enfants qui ne pouvaient plus aller à l'école, et c'était le seul lieu où ils pouvaient manger le midi, parce que c'était gratuit. Donc la ville de Nantes a mis en place, donc, dans ces jardins publics, des jardins, et ensuite nous avons développé les jardins partagés. Comment introduire, et ça rejoint, je sais, j'ai pas entendu vraiment votre question là sur, je crois que vous êtes dans l'agriculture, permaculture, voilà. Tout ce travail s'est fait aussi avec des associations. Les jardins ont apporté ce fameux lien dont vous parlez avec tous les codes sociaux qui ont été enlevés parce que les gens se sont mélangés. Donc voilà comment intégrer l'agriculture urbaine ou les jardins partagés au pied des jardins, auprès des immeubles. Là, j'ai pas d'expérience en la matière. Peut-être une réaction dans... J'ai pas entendu, pardon. On n'a pas entendu. Dites-moi.
la nourriture va être aussi une des conséquences de la résilience finalement, au même titre oui, bien que sûr, le la question végétal. de l'alimentation. Après, est-ce qu'on va... Enfin, c'est pas... Je veux dire peut-être quelque chose qui va faire hurler, mais c'est pas à l'échelle. Enfin, on n'arrivera pas à nourrir une population de ville avec de l'agriculture urbaine. Il n'y a aucun modèle économique. Le seul modèle économique qui existe en termes d'agriculture urbaine qui fonctionne, c'est dans des villes qui ont une telle tension sur l'espace que du coup on crée des fermes verticales. Donc on parle de Singapour, on parle de villes japonaises, mais en France, c'est un non-sens économique, mais par contre, ça a une capacité qui est tout à fait importante en termes de résilience sociale, de lien entre les personnes, d'apprentissage à qu'est-ce que c'est qu'une tomate. Tout ça, c'est très important. Mais pour véritablement nous nourrir, je miserai pas là-dessus. Vaut mieux avoir une agriculture à côté, en plein champ, qui produit davantage qu'une agriculture urbaine sur des micro-parcelles, mais c'est un autre intérêt. Non, je voulais juste dire par rapport à cette expérience des pieds d'arbres à Paris, que l'ensauvagement, à Paris ou ailleurs d'ailleurs, que l'ensauvagement ne veut pas dire ne pas prendre soin. Donc effectivement, la plantation, de toute façon, va avec aussi le soin qu'on y apporte. Et si c'est pour mettre des choses et ne pas en prendre soin, forcément, ça ne marche pas. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que, à mon sens, le macro dont vous parlez, le global, n'empêche pas le micro. Et donc, par rapport à l'alimentation, l'expérience dont parlait Madame, c'est pas juste pour apprendre à reconnaître une tomate, mais c'est aussi pouvoir se nourrir à d'autres échelles. Et je pense que le micro dans les villes va avec le macro autour des villes pour la résilience alimentaire des métropoles. Ça, c'est un sujet dont on parle vraiment pas assez. Aujourd'hui, nos métropoles dépendent de nourriture qui vient de loin. Alors peut-être moins Nantes, mais en tout cas à Paris, c'est clair. Quand on regarde les cartes de nos villes avant la Première Guerre mondiale ou pendant la Deuxième Guerre mondiale, on avait encore des maraîchers tout autour, la ceinture maraîchère autour de nos villes. Et aujourd'hui, et grâce à ça, Paris notamment a survécu donc été résilient d'un point de vue alimentaire à cette Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, si il se passe quoi que ce soit un choc énergétique, une crise énergétique ou une crise politique, il y a un vrai sujet alimentaire sur nos métropoles en termes de résilience, et Paris en particulier. Oui, j'ai jamais dit qu'il n'y avait pas d'articulation entre le micro et le macro, bien au contraire, il faut une articulation entre les deux, mais si on n'a que du micro et pas le macro, on ne va pas s'en sortir non plus. En fait, encore une fois, la question de la résilience, c'est une question du lien et d'avoir toujours un backup s'il y a quelque chose si un point est défaillant du système, d'avoir un point sur lequel on peut encore s'appuyer. Est-ce qu'il y en a une dernière? On arrive à la fin de... Là-bas. On parlait de macro, de micro, justement par rapport à vos interlocuteurs. Vous aviez évoqué aussi à la fin de votre présentation l'articulation entre attractivité économique et besoin de résilience et surtout besoin de l'augmenter. Comment vous arrivez par quels arguments vous arrivez à convaincre vos interlocuteurs d'améliorer cette résilience ? Assez aisément, au sens où l'ensemble des acteurs économiques ont conscience que les modèles sur lesquels leur business model a reposé jusqu'à présent est mis en danger. Donc ils sont particulièrement attentifs aujourd'hui à toutes les bonnes idées bien entendu, il y a encore une tendance à vouloir non pas avoir une bifurcation, mais plutôt avoir un scénario qui fait un peu moins mal. Mais par contre, il y a une véritable attention de pouvoir... et il y a une véritable attention à cette thématique de la résilience, où justement, on est sur cette question de comprendre comment est-ce que le choc peut être absorbé sans avoir une défaillance complète du système. Et donc là, il y a une attention qui est particulière. Pour le moment, voilà, la bifurcation de Paris Capital Économique n'est que quelques mois, donc on n'a pas encore un retour d'expérience très important sur la question, mais en tout cas, les acteurs économiques sont tout à fait attentifs à ces questions parce qu'ils voient bien, et notamment à Paris, ils voient bien que les modèles ne fonctionnent plus.
J'entends bien, mais enfin, dans les faits, je vois pas du tout de changement, quoi. Enfin, c'est peut-être dans le déclaratif, mais je vois pas de choses dans les faits, quoi. Quand on voit des acteurs économiques, enfin, pour prendre un exemple que je connais mieux, celui de Vinci, si la bifurcation, après on peut pas s'attendre que du jour au lendemain il y a une transformation complète quand on est sur des organismes qui ont plusieurs milliers d'employés, des process qui sont à changer. Quand on voit déjà la difficulté d'un point de vue individuel, quand on a vécu le choc du coronavirus, la difficulté qu'on a pu avoir de changer nos propres modes d'organisation. Je trouve déjà que la métamorphose de ces grands acteurs économiques en une échelle de temps de 2 ou 3 ans, d'implication, de compréhension des enjeux, tout simplement de recrutement de nouveaux talents pour pouvoir faire pousser des nouvelles idées, c'est massif. On n'a jamais vu ça autant il y a 6 ans quand j'ai intégré Vinci. Effectivement, c'est tout départ les questions de développement durable. Voilà, on parlait de développement durable. On était quand même un peu sur du greenwashing, mais là, la transformation est massive. Et bien entendu, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. C'est pas immédiat, mais il y a un changement. Ça, c'est évident. Et le fait, j'étais au MIPIM la semaine dernière. Oui, il y a encore du greenwashing, mais énormément d'acteurs s'engagent. Et peu importe. Attention, est-ce qu'il y a une vraie différence entre faire du green, du développement durable et de la résilience? Ça s'oppose aussi, ces deux notions-là. Donc je pense qu'il faut faire attention à ça, quoi. Non, parce que ce qui change maintenant, c'est que les acteurs ont compris que ça va pas marcher, tout simplement, ça ne marche pas. Donc c'est une question toute bête de pragmatisme, à savoir que ils peuvent pas ni dire n'importe quoi, ni faire n'importe quoi, parce que du coup, on vérifie. Et il y a des comptabilités carbone qui sont là. Et tout ça, pourquoi est-ce que c'est un enjeu de résilience? C'est un enjeu de résilience parce que sinon, leur modèle s'effondre et l'entreprise s'effondre. Donc, c'est un enjeu pour eux de résilience, c'est-à-dire de survie dans un monde qui va changer demain. En tout cas, il y a un débat, c'est chouette. On est là pour ça. Exactement. On passe, mais c'est tout l'enjeu. C'est fini. C'est en discuter. Non, Nicolas, il te reste la dernière. Tu veux, alors je sais pas si c'est une vraie... On va encore passer 5 minutes. Juste 5 minutes, mais c'est plus une remarque qu'une question. En tout cas, j'arrive pas à formuler de challenge autour. Tu disais tout à l'heure que penser la résilience et penser le lien. Et on parle beaucoup de solidarité territoriale. Et moi, ça m'interroge beaucoup pour une île avec un hinterland qui du coup est très j'allais dire vague, non, mais très étendu. Et je me pose la question des solidarités au travers des liens faibles. Et paradoxalement, j'aime bien cette idée de jardin où il peut y avoir juste un lien faible, de jardin agricole, j'entends urbain, où il peut y avoir des liens faibles. Et je me posais la question de qu'est-ce que c'est qu'une solidarité territoriale, alors qu'on a vu que quand il y a un choc, tout le monde tout de suite s'adapte. C'est comme l'eau en fait, enfin, ça glisse, ça passe au travers. Mais j'ai pas de réponse, Hugues, donc ni de question réelle derrière. C'était juste une vraie interrogation sur la forme des solidarités face à la résilience. Et je suis pas sûr que ce soit quelque chose qu'on puisse réellement organiser, ou en tout cas, je sais pas si le tissu urbain est en mesure, à part peut-être des exemples comme les jardins, où finalement ce type d'élément où il y a, mais ça relève plus du lien faible que de la solidarité structurelle. Je sais pas, c'est une question ouverte. Hein. Vous n'êtes pas d'accord, dites-moi avec plaisir. Hein. J'ai pas de, ça m'interroge en tout cas. Ça s'appelle pas forcément de de réponse ou de questions. C'était juste une interrogation. Si vous avez une remarque, vous pouvez compléter. Non. C'est la fin du... Il est 20h. Il est 20h, c'est la fin. Écoutez, merci beaucoup, merci infiniment Chloé, c'était top. Merci à tous. Merci.